monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Dans le sommaire de cette édition, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable est monté au créneau. José Didier Tonato était face à la presse pour clarifier une énième fois l'affaire de déguerpissement dans la zone 4 de Togben. Le prix du casque a connu une hausse vertigineuse en l'espace d'une semaine sur le terrain. Vendeurs de casques, motocyclistes et passagers se plaignent et font appel aux autorités. C'est à suivre dans ce journal. Guerre israélo-palestinienne, l'ONU décide d'enquêter sur les crimes sexuels commis par le Hamas lors des massacres du 7 octobre dernier en Israël. C'est tout pour le sommaire. Vous gardez votre position pour le développement de cette édition. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, avec à ses côtés le porte-parole du gouvernement, était hier après-midi face à la presse au sujet de l'affaire de déguerpissement dans la zone 4 de Togben. Suivez le compte rendu de Clémence Tonoukoua. De façon détaillée, date à l'appui, le ministre a exposé aux professionnels des médias la démarche dans laquelle l'opération de libération de l'emprise des projets touristiques dans la zone 4 de Togben a été conduite. Première chose, le choix du domaine répond à des critères bien précis. Je voudrais ici préciser que en novembre 2020, jusqu'à récemment, la zone 4 de Togben est une zone essentiellement foncière construite, je suis très précis, sur moins d'1% de sa surface. Pour dire quoi? Que pour définir, choisir, déterminer une zone qui doit recevoir les investissements, le gouvernement regarde également l'impact que le choix de ce périmètre-là peut avoir sur les constructions existantes. L'autre précision que l'autorité a bien voulu donner pour permettre à l'opinion publique de mieux apprécier la situation, ce sont les prescriptions légales en la matière dont le gouvernement a fait fi. Conformément au code foncier et domanial, le dédommagement doit être justifié par la détention d'un titre foncier et d'un permis de construire en cas de construction. Autrement dit, seuls les détenteurs de titres fonciers de permis de construire devraient bénéficier d'un dédommagement. Si je regarde le périmètre dont nous parlons, je ne crois pas qu'il y ait eu un titre émis en novembre 2021 et la date d'aujourd'hui où nous sommes en train de parler. Et pourtant, le chef de l'État, le gouvernement nous a instruit de faire fi de ces exigences que nous impose le code foncier domanial pour faire un traitement social de tout le dossier. La démarche communicationnelle adoptée dans le dossier est l'autre argument pour balayer du revers de main les informations colportées ça et là qui ne reflètent pas la réalité. Nous avons passé 2 ans à communiquer, à expliquer et à parler individuellement aux uns et aux autres. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous l'avons fait dans le respect strict des tests qui gouvernent la matière dans notre pays. Les seuls cas dans lesquels nous avons violé les tests, c'est quand nous avons fait fi des exigences de la loi pour traiter socialement les dossiers. Et c'est ce qu'on pourrait nous reprocher, parce que n'importe quel individu qui porte plainte contre le président de la République à la Cour constitutionnelle pour dire que nous avions violé les tests en dédommageant X pourrait gagner. Mais nous travaillons pour l'intérêt de tous les Béninois. Nous ne spolions pas les Béninois pour vendre des terrains aux étrangers. Sur 1117 personnes touchées par le projet, seulement 8 se sont inscrites dans la contestation et font opposition à une saine collaboration, déplore le ministre.
En bref, le Parlement béninois a adopté la loi portant modification du code électoral. Les nouvelles dispositions contenues dans cette loi vont rehausser le niveau de la bataille politique pour les échéances électorales de 2026. La proposition de loi a été adoptée par 119 voix pour, 28 députés contre et une abstention. Et plusieurs aspects importants du code ont été touchés, notamment les conditions de candidature à la présidentielle et le partage des sièges lors des élections législatives. Il faut également préciser que le député ou maire ne peut parrainer qu'un candidat membre ou désigné de son parti politique dont il a porté les couleurs lors des législatives ou des communales. En ce qui concerne le partage des sièges lors des législatives, il n'est plus question des 10% seulement. Les partis politiques doivent obtenir au moins 20% des suffrages exprimés dans les circonscriptions électorales. Précisons que les députés du Parti Les Démocrates représentant l'opposition au Parlement ont fortement dénoncé ce nouveau code. Suite aux nouvelles mesures relatives à la jouissance des quotas d'électricité et d'eau prises par le directeur général de la SBEE, le président de l'association béninoise Eau Énergie, ABEE, a réagi. Selon Gabriel Kona, cette décision est la bienvenue. Je vous invite à suivre ici ses propos. Aujourd'hui, la SBEE est réduite à la distribution. Hier, la SBE faisait de l'importation, elle faisait de la production. Mais aujourd'hui, l'État a mis en place une société de production de l'électricité qui prend en compte la production et l'importation. Du coup, la SBEE est réduite à la distribution. Donc, c'est normal que l'équipe qui soit venue puisse diagnostiquer, voir ce qui ne va pas. En tout cas, c'est ce que nous sommes dit à l'ABE. Parce que avant, il comptait beaucoup plus peut-être sur les bénéfices qu'il faisait sur la production et sur l'importation. Et nous disons que c'est une très bonne décision. Mais ce que nous regrettons un peu, c'est la décision concernant les retraités. Vous voyez ceux qui se sont donnés et qui aujourd'hui bénéficient de leur retraite, qu'ils puissent d'un coup voir leur peut-être avantage disparaître, s'évaporer, et d'autant plus qu'ils sont encore vivants et ils bénéficient de leur pension de retraite. Je pense que c'est un peu dur de ce côté. Mais de l'autre côté, je pense que c'est bien normal. Mais ici, au sein de l'ABE, nous ne voyons pas d'abord l'impact qu'il y aura sur la qualité de l'énergie peut-être, ou bien l'amélioration des conditions de vie des consommateurs. Puisque cette décision, selon nous, ne changera en rien. C'est le quota qui a été distribué qui se fera en numéraire, qui sera mis en cause sur les salaires. Et autre chose, c'est qu'on va peut-être apprécier aussi de l'autre côté. Et il y a certains qui ont des quotas, mais qui profitent de ce quota pour vendre de l'énergie plus chère, et qui ont des quotas qui profitent et partager ça dans 2, 3, 4 maisons, vont louer à une, je ne sais pas qui, n'importe où. Bon, bref, ça c'est quelque chose quand même qu'il faut aussi recadrer. C'est ça qui a été. Autre information dans ce journal, depuis le 1er mars 2024, la police républicaine a entamé la répression des infractions liées au code de la route dans la ville de Cotonou et ses environs. Les populations peinent à s'adapter du fait des prix de casques qui ont connu une hausse vertigineuse en l'espace d'une semaine. Au détour d'une descente de la rédaction d'Eden TV et sur le terrain, vendeurs de casques, motocyclistes et passagers se plaignent et font un appel aux autorités. Suivez ce reportage. Acheter un casque à Cotonou est devenu une équation très difficile à résoudre depuis quelques jours du fait de la répression en cours. Le coût du casque a connu une hausse considérable.
casse là, c'est 12 000 casses là. Pour tous les prix. Oui. Et petit là. Quel petit? Même ceci là qui est. Là c'est combien? C'est comme ça. 13 000, 15 000, 10 000. C'est cher. Sur place, possible de réparer aussi les casques vieux ou qui ont un petit souci. Hervé Aïkou est conducteur de taxi-moto. Ne pouvant pas acheter un nouveau casque, il a préféré réparer le vieux qu'il détenait. Ce matin, j'en avais déjà une en réserve. C'est ça que je suis allé chercher. Ça a plein de casques de la corde. La corde avait eu un problème là. C'est ça que je suis venu réparer. Et en voulant changer la corde, le réparateur me faisait comprendre que la seule corde est à 1000 francs. C'est à 1000 francs. Donc c'est difficilement, il me l'a fait à 800. Si pour certains, le gouvernement a bien fait de déclencher cette répression, pour d'autres, par contre, c'est une situation difficile à vivre. En matière de l'argent, c'est difficile de trouver, de gagner aujourd'hui de l'argent. Mais les cas sont venus pour pouvoir acheter, c'est cher. On n'arrive même pas à manger ces problèmes. Les enfants, à l'école, tout ça, bon, on souffre beaucoup. Par rapport au cas, vraiment pour commencer, je remercie Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Patrice Talon, pour qu'il a accepté, exigé ce loi, pour que ceux qui sont derrière aussi portent ce casque. Parce que quand on les aime, quand les aime, ils prennent, même si on fait des chocs, c'est ceux qui sont derrière qui retrouvent tout. Mais je le remercie beaucoup. Donc c'est une bonne chose. Très bon même. Quoi qu'en soit le prix, j'agis à tout le monde de porter le casque. Face à cette triste réalité, certains citoyens appellent le gouvernement au secours. Casse là, plus de casse là, 5 000 c'est bon. 5 000 c'est bon. Sinon, ça ne marche pas. Moi, mon désir c'est que l'État subventionne les casques. Au moins, si au minimum on peut trouver à 4 000 ou à 5 000, ça serait mieux. Ça pourrait nous avantager. De l'autre côté, Olivier Montero suggère plutôt que le casque soit payé quel qu'en soit son coût. J'envoie un appel à tout le monde, même à Jésus-Christ, que nous voyons que même si la casse est à 500 000 de payer, c'est très très important. Et je remercie le président même, je le salue. Et ce qu'il a fait, c'est inoubliable. Cette réforme vient mettre en cause l'habitude séculaire des Béninois, celle qui consiste, en tant que passager sur une moto, à ne jamais mettre le casque, ce qui explique la peine de plus d'un à s'en procurer. Il ne faudrait pas aussi perdre de vue la difficile situation financière des populations à joindre les deux bouts. De ce fait, l'État pourrait subventionner les casques ou même en réduire raisonnablement les taxes sur l'importation pour permettre à tous les Béninois de l'avoir. Hors de nos frontières à présent, guerre israélo-palestinienne, l'ONU a enfin décidé d'enquêter sur les crimes sexuels commis par le Hamas lors des massacres du 7 octobre dernier. Une décision qui tombe en même temps que les accusations portées à l'encontre d'Israël, accusé d'avoir tiré sur une foule de Palestiniens à Gaza. Analyse et détails dans ce reportage de nos confrères de RT France. À Gaza, les combats se poursuivent 5 mois après le début de l'opération de Tsahal. Aujourd'hui, selon le service de presse de l'enclave palestinienne, l'armée israélienne aurait ouvert le feu sur des Palestiniens qui attendaient la distribution de l'aide humanitaire. Une information qui n'a jamais été confirmée par Tsahal. Celle-ci affirme que ses troupes continuent d'opérer à Khan Younes au sud de l'enclave. Selon le service de presse de l'armée, des dizaines de militants du Hamas et du djihad islamique ont été appréhendés après s'être cachés parmi la population civile et avoir tenté de fuir la zone. Et dans le nord de l'enclave, l'armée israélienne rapporte la destruction du plus grand tunnel du Hamas. L'opération israélienne dans la ville de Rafah, à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza, qu'Israël prépare depuis un mois, provoque de vives discussions aux États-Unis. La vice-présidente américaine Kamala Harris, lors d'une réunion avec le ministre du cabinet de guerre israélien Benny Gantz, le 4 mars, a déclaré que les autorités israéliennes devraient élaborer un plan crédible pour protéger la population palestinienne avant de se préparer à l'opération. Compte tenu des risques pour les civils,
La vice-présidente a demandé à Israël de prendre des mesures supplémentaires en coopération avec les États-Unis et les partenaires internationaux pour augmenter le flux de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et assurer sa distribution en toute sécurité aux personnes dans le besoin. Le vice-président américain a appelé le Hamas à accepter les conditions proposées, à savoir un cessez-le-feu immédiat de 6 semaines et une augmentation de l'aide à Gaza si les otages sont libérés. Tandis que les négociations sur la trêve dans l'enclave palestinienne entre l'Égypte, le Qatar, les États-Unis et le Hamas se poursuivent au Caire. Les négociateurs auraient proposé d'imposer un cessez-le-feu d'1 semaine en échange de la libération de plusieurs otages âgés détenus dans l'enclave, à en croire la chaîne de télévision Al Arabiya. Le Hamas et Israël se seraient mis d'accord sur les principaux points d'un accord en vue d'une trêve de 40 jours, selon l'agence EFE, en se référant à des sources palestiniennes et égyptiennes proches des négociations au Caire. Il est impossible de connaître des détails sur le sort des prisonniers israéliens, car ils se trouvent dans des endroits différents et avec des unités différentes. Nous ne savons rien de leur sort sous les bombardements et avec une famine délibérément imposée. C'est pourquoi nous avons besoin d'un cessez-le-feu afin de recueillir des informations. La Russie demande un réexamen de la décision de licencier 12 employés de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, UNRWA, dont les contrats ont été résiliés après qu'Israël les a accusés de collaborer avec le Hamas. Dans ces conditions catastrophiques, la décision de certains bailleurs de fonds occidentaux de suspendre le financement de l'UNRWA, on parle d'environ 800 millions de dollars, soit 70% de son budget total, au motif que des employés de l'organisation sont suspectés d'avoir coopéré avec le Hamas, choque et suscite l'incompréhension. Nous notons que ces employés ont été immédiatement licenciés, sans attendre quelque enquête que ce soit, uniquement sur la base des accusations israéliennes. Ce sont des mesures sans précédent et injustifiées. Nous appelons à ce que cette décision soit réexaminée en attendant de connaître toutes les circonstances de ce qui s'est passé. L'ONU a déclaré que les auteurs de violences contre les Israéliens devaient être traduits en justice. Cette déclaration a été faite par Pramila Patten, porte-parole du bureau du secrétaire général des Nations Unies chargé de la question des violences sexuelles commises en période de conflit à l'occasion de sa visite en Israël. Elle s'est rendue sur place pour recueillir des preuves susceptibles de corroborer les allégations de violences sexuelles du 7 octobre. Sur la base des informations recueillies, l'équipe de la mission a trouvé que des violences sexuelles avaient été commises à l'encontre d'otages en plusieurs endroits lors des attaques du 7 octobre. La représentante... Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook et sur notre site internet www.belen-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et à demain.